Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Anouvan Kate. Je fais partie de l'équipe des forums France-Inde. C'est un espace francophone d'échange. Avec cette plateforme, nous sommes engagés pour parler, informer et lier ces deux mondes, l'Inde et la France. D'ailleurs, vous pouvez aller sur notre site web et consulter ensemble de nos propositions, nos programmes. Une des activités que nous faisons depuis ces derniers 6 mois maintenant, c'est d'organiser les webinaires, les discussions en français sur des sujets qui sont souvent oubliés ou écartés des grands médias, surtout en France, mais aussi parfois en Inde. Dans ces webinaires, nous invitons les experts, les académiciens, les activistes autour de ces thèmes. Par exemple, ces derniers quelques mois, nous avons eu des discussions sur les sujets comme les ONG en Inde, la liberté de presse, les élections au Uttar Pradesh, la littérature comme une arme contre l'oppression, l'agriculture et la crise alimentaire. Vous pouvez consulter les replays, les enregistrements de ces webinaires sur notre site web. Et aujourd'hui, nous allons discuter le mouvement maoïste en Inde. C'est un mouvement égalitariste et anticapitaliste qui lutte pour protéger les intérêts des Adivasis, qui sont les autochtones ou les premiers habitants de l'Inde, contre la répression de l'État indien et les lobbies des industries minières. Ce mouvement a commencé dans les années 60, tout précisément en 1967, et cela se concentre plutôt dans la partie nord et nord-est de l'Inde. Je vais commencer avec Naike Dekene et Christophe Jaffelo. Donc, Naike Dekene est journaliste et éditrice. Elle écrit souvent dans le monde diplomatique et le courrier international. Naike est éditrice de l'ouvrage de Al-Pacha, le livre de la jungle insurgée. Christophe Jaffelo, vous le connaissez, il est politiste, auteur, directeur de recherche série et au CNRS. Il est professeur également au King's College, à Londres. Il a publié l'ouvrage L'Inde de Moti. Il écrit aussi dans le journal Indian Express et aussi dans le monde diplomatique et d'autres journaux. Donc, pour la première partie, Naike Dekene et Christophe Jaffelo vont nous présenter le contexte historique, géographique, idéologique, sociologique de ce mouvement. Pour la deuxième partie, nous avons Célia Izoard, qui est rédactrice, autrice et traductrice. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages et d'essais sur les impacts sociaux et environnementaux des nouvelles technologies. Elle a traduit et préfacé 1984 de George Orwell et aussi plusieurs d'autres livres. Elle vient de traduire le livre de la jungle insurgée d'Al-Pacha pour les éditions de la dernière lettre. Célia Izoard va nous parler de l'impact des industries minières sur la population et sur ce mouvement, et aussi de l'évolution de la sociologie et les conséquences écologiques. Pour la troisième et dernière partie de ce webinaire, nous avons Laurent Guillet, qui est politiste, directeur de recherche CNRS et Sciences Po. Parmi ses livres, il y a Karachi, Order, Disorder and the Struggle for the City et Fier de punir. Il est spécialiste de la violence justicière à travers le monde et en particulier en Asie du Sud. Laurent Guillet va nous parler sur la portée de ce mouvement et quelle relation avec d'autres mouvements de ce type dans le sud-est asiatique, notamment au Népal. Donc, avant de commencer, je voudrais demander aux intervenants si je peux vous appeler par vos prénoms. Comme ça serait plus pratique. J'espère que c'est oui. Donc, maintenant, j'invite Naike pour commencer la première partie. Bonjour à toutes et tous. Je vais me charger donc d'essayer de vous donner quelques billes pour bien comprendre ce sujet un peu compliqué et souvent oublié. Et donc, je vais vous expliquer qui sont ces Naxalites,
d'où vient ce nom, et puis qui sont les Adivasi, puisque ces deux communautés qui d'ailleurs s'entremêlent dans le livre d'Al-Pacha permettent de comprendre les enjeux économiques et sociaux de cette partie de l'Inde dont on va parler, les forêts du nord-est de l'Inde. Je vais parler à partir du livre d'Al-Pacha que nous avons édité, et je vais parler à partir de son récit, de elle, ce qu'elle raconte dans son livre. Ça va être ma matière première. Pourquoi? Parce que donc Al-Pacha raconte une marche qu'elle a effectuée, une marche de 7 nuits avec un escadron de guérilleros, donc des personnes qui soutiennent la lutte armée en Inde, et elle décide en 2009-2010 de rejoindre un escadron et de marcher toutes les nuits avec eux et d'en faire ensuite une histoire, pour comprendre qui sont ces personnes et pourquoi elles continuent à défendre un projet révolutionnaire pour l'Inde. À l'époque, quand elle effectuait ce voyage, on est en 2009 et elle estime que ces guérilleros sont environ 10 000. Et donc, ces guérilleros se nomment les Naxalites, ce que nous, on appelle les maoïstes indiens. Alors, pourquoi les Naxalites? Eh bien, ça part d'une localité, enfin, ce nom est tiré d'une localité indienne qui s'appelle Naxalbari. Et Naxalbari, c'est le nom d'un endroit où a eu lieu, dans l'historiographie officielle du mouvement, la première grande insurrection. Il y en a eu d'autres avant, mais celle-ci, voilà, c'est la plus marquante. Et donc, Naxalbari, c'est l'insurrection de 1967, vous l'avez dit en introduction. Cette localité se situe dans les montagnes et les plantations de thé, pas loin de Darjeeling, pour des personnes qui sauraient où situer Darjeeling, à la frontière avec le Népal et le Bhoutan. Donc, on est vraiment à la frontière aussi, vous voyez, du pays. Qu'est-ce qui se passe en 67? On a deux leaders communistes révolutionnaires qui vont venir soutenir et encourager des paysans et des ouvriers, des ouvrières et des paysans, paysannes sans terre à se mobiliser contre leurs propriétaires terriens. Donc, ils vont occuper des terres, ils vont demander l'annulation de leurs dettes et la fin du servage intergénérationnel. Donc, ce mouvement se déploie, il y a de plus en plus de monde dans le village, et puis dans la région voisine, il y a une tentative de licenciement d'ouvriers agricoles qui va provoquer le lynchage d'un propriétaire terrien. Donc ça va aller jusqu'à une explosion de violence qui va aller jusqu'au lynchage. Puis la police va se déployer, un inspecteur va être tué par une flèche, et le lendemain, c'est une répression très très forte qui s'abat, et on aura 11 personnes qui seront tuées, 8 femmes, dont 8 femmes et 2 enfants. Et à partir de cette répression marquante, on dit que c'est à partir de cet événement que les révoltes vont se déployer autour dans les campagnes. Donc, on va avoir des révoltes et des émeutes avec les mêmes revendications qui vont se déployer autour de cette région et d'année en année à différents endroits de l'Inde. Le Parti communiste chinois au pouvoir dira après cet événement qu'un coup de tonnerre s'est abattu sur l'Inde. Il faut savoir que les leaders donc, de cette révolution, de ce mouvement maoïste, sont allés en Chine, sont rentrés en contact avec les dirigeants chinois pour échanger autour de leur stratégie politique à l'époque, dans les années 60. Et ils sont allés rencontrer le Mao Tse-tung en lui disant, nous, on a une méthode, on a une stratégie qui est basée sur la vôtre. Et nous aussi, nous allons déployer une lutte qui s'inspire de la guerre prolongée, avec une formation de mouvements dans les campagnes pour essayer de renverser l'État et renverser l'État qu'ils appellent, donc ces militants révolutionnaires, l'État bourgeois féodal. Et pour ces militants indiens, l'Inde, qui pourtant est indépendante depuis 1947, ne l'est pas vraiment, puisque les dirigeants au pouvoir continuent de diriger l'Inde de manière coloniale.
Donc, ils se rendront en Inde, ils rencontreront Mao, et au retour, ils diront à leurs camarades et à leurs cadres que surtout Mao Tse-tung leur a dit il faut abandonner, il faut que vous trouviez votre propre chemin, oubliez tout ce que je vous ai dit, et vous devez vous organiser selon vos propres expériences locales, selon votre territoire. C'est un conseil qu'ils n'ont pas beaucoup finalement observé, on le verra, et ils ont quand même tenu à garder énormément de préceptes qui venaient des stratégies chinoises. Alors, voilà, les Naxalites, donc, ils défendent la lutte armée, donc une prise de pouvoir de la société par les armes pour pour renverser la bourgeoisie et créer une société communiste. Ça voudrait dire une société débarrassée de la propriété privée, de la séparation entre travail intellectuel et travail manuel et des inégalités sociales et économiques. Pour donner encore quelques détails, il faut savoir que ces communistes ne viennent pas cette volonté de prendre le pouvoir par les armes d'une manière révolutionnaire et communiste, elle vient en fait du Parti communiste, des différentes scissions qui ont eu lieu dans l'histoire du Parti communiste en Inde. Le Parti communiste en Inde, il date de 1920, et puis au moment de la guerre froide, il va y avoir des scissions entre des communistes qui vont défendre l'option russe et des communistes qui vont défendre l'option chinoise. Alors que, en effet, sur le terrain international, la Chine commence à critiquer les stratégies de l'URSS. À cela, on rajoute une couche de compréhension avec la guerre sino-indienne en 1962. Donc, il y a une guerre à la frontière entre la Chine et l'Inde. Et là, on va avoir des Indiens communistes qui vont se mettre du côté des Chinois. Et ils vont donc se faire enfermer. Il y a des centaines de communistes indiens qui vont se retrouver enfermés parce qu'ils sont pro-chinois. Et d'anciens camarades ou des camarades communistes, eux, pro-indiens, vont regarder ces emprisonnements sans rien faire. Donc, il va y avoir aussi cette scission-là très forte qui permet de comprendre un peu mieux les différentes scissions des partis communistes indiens. Et donc, dans ces prisons, il va y avoir cette idée de former un parti communiste, marxiste-léniniste, d'inspiration maoïste, avec une idée qui perdure très longtemps, de former une armée de paysans exploités, de travailleurs agricoles pauvres et sans terre pour renverser l'État. Cette idée, elle va être très inspirante pour les étudiants, les étudiantes des grandes villes de l'Inde dans les années 70. Il faut savoir aussi que c'est une période dans le monde entier où les étudiants, souvent bourgeois, sont très, très mobilisés. Donc, on a mai 68 en France. Et en fait, ces étudiants se retrouvent autour de grands idéaux de renversement radical du monde, donc autour de la critique de la colonisation, des soutiens à la guerre d'indépendance en Algérie, des soutiens à la guerre, des mobilisations contre la guerre au Vietnam. Et ces grands mouvements qu'on retrouve sont inspirants en France, mais aussi en Inde, auprès des étudiants de Calcutta, de Bombay, qui, forts de ces idéaux-là, se pensent appartenir au même mouvement mondial et vont aussi arrêter leurs études et rejoindre les campagnes des plaines, les campagnes des montagnes, où se déroulent les rébellions paysannes. Donc ça, c'est pour donner une idée de qu'est-ce qui se passe dans les années 70. Ensuite, on va aller un peu plus vite pour dire, voilà, dans les années 70-80, il va y avoir beaucoup de répression, beaucoup de scissions dans ce mouvement révolutionnaire. Il va y avoir une force aussi qui va se déployer avec un lien avec les intouchables, les Dalits, donc au bas du système des castes, comme vous le savez peut-être, on a des personnes qui sont très opprimés en Inde, qui ont les travaux les plus dégradés de la société. Et dans certains États, comme au Bihar, les Dalits vont rejoindre cette lutte armée. Ils vont la rejoindre dans les années 90 notamment. Et ça va donner lieu en retour à une répression à la fois de la police, mais aussi des hautes castes.
des hautes castes du billard. Et face à cette répression, le mouvement maoïste naxalite va se dire comment faire pour se protéger et pour continuer à exister et pour se renforcer. Et là, Al-Pacha, dans son livre, elle dit, ils vont relire leur Che Guevara, ils vont relire leur stratégie de la guérilla, ils vont se dire, il faut qu'on se replie dans les forêts. Et là, c'est donc à la fin des années 90, le mouvement vers les forêts de l'Inde, le mouvement vers donc ces franges qui sont un peu plus protégées. Et c'est là que va se faire la rencontre entre les Naxalites et les Adivasis qui peuplent en tout cas dans les zones concernées ces forêts. Donc là, je vais pouvoir du coup vous parler de ces fameux Adivasis. D'ailleurs, ils disent, page 65 du livre, nous sommes les peuples du Jungle Raj. Donc le Jungle Raj, c'est le royaume des forêts. Littéralement, ce sont les premiers habitants de l'Inde. On peut le traduire comme cela. Il y a plusieurs traductions possibles. En français, dans différents articles, on peut lire aussi que ce sont des populations tribales. On peut parler d'aborigènes. Il y a différents mots qui sont utilisés, en tout cas dans notre langue. Nous, dans le livre, on a tenu à garder le mot Adivasi. Et en fait, ce sont donc les habitants qui préexistaient, qui peuplaient l'Inde avant les invasions aryennes et turques mogholes. Donc, il regroupe en réalité des réalités très, très diverses. Ce mot Adivasi renvoie à effectivement environ 100 millions de personnes, c'est-à-dire 8% de la population en Inde. Ils sont déployés sur tout le territoire indien, mais ils sont très, très... il y a ce qu'on peut dire, c'est qu'il existe une ceinture tribale, ce qu'on appelle en anglais la tribal belt, mais donc la ceinture tribale, qui montre qu'il y a certains États en Inde où ils sont très, très représentés. C'est les États du centre et de l'Est de l'Inde. Donc, quand on dit Adivasi, ça veut dire les peuples tribaux de l'Inde, mais donc à l'intérieur, on a tout un... L'Inde a répertorié de manière administrative environ 700 peuples différents. Donc, je vais dire 3 noms de peuples pour que peut-être ça vous dise quelque chose. Les Santales, par exemple, dont on connaît parfois l'histoire parce que c'est une population qui s'est révoltée contre les Britanniques à un moment de son histoire. Les Gonds, etc. Et la particularité de ces peuples, c'est qu'ils sont hors du système des castes. Et donc ça, c'est assez fondamental pour comprendre quelle société ils forment. C'est donc qu'ils ne s'imbriquent pas dans la hiérarchie que le reste de l'Inde respecte. Et en plus d'être hors du système des castes, ils rejettent ce système des castes. Et comme le dit Al-Pacha, ce sont des peuples qui revendiquent elle parle de valeurs très progressistes, des valeurs d'égalité, de l'autonomie, des valeurs aussi d'égalité entre les femmes et les hommes. Et pour Al-Pacha, ce sont des populations qui devraient nous inspirer et qui, en fait, représentent des formes de société qui sont inspirantes pour le futur, je dirais, en termes d'égalité, de démocratie et même d'écologie. On pourra peut-être en parler un peu plus. Donc, ce sont des personnes qui vivent dans les forêts, qui vivent de la nature autour d'elles, donc qui aussi ont une économie très peu consommatrice et qui vivent de leurs terres, des produits de la forêt, mais qui par contre sont parmi les populations les plus pauvres de l'Inde, qui sont les populations les plus pauvres, c'est-à-dire que Al-Pacha, elle nous raconte que dans tous les villages où elle a été accueillie, donc Al-Pacha est une anthropologue qui a travaillé durant entre 3 et 4 ans dans les villages Adivasi. Elle dit qu'aucun des villages qu'elle a traversés n'avait l'électricité, n'avait d'eau courante ou de services de santé. À l'époque, la politique d'alphabétisation était pratiquement inexistante. 10 ans après, elle parle de quelques écoles qui ont été mises en route dans certains villages. Mais voilà, il faut vous rendre compte que on parle d'une population qui a très très peu accès à ce qu'on peut appeler les grands marqueurs de la modernité.
Et voilà, cependant, il développe des valeurs héréditaires. Quand elle compte comment se mettent en place les relations hommes-femmes, elle explique que contrairement à d'autres endroits en Inde, les femmes travaillent à l'extérieur du foyer, tandis que les hommes, elle les voit très très régulièrement faire à manger, étendre le linge, des choses qu'on ne voit absolument presque nulle part ailleurs dans la société indienne. Voilà pour cette définition des Adivasi. Et je peux aussi rajouter que c'est des populations un peu comme les Dalits ou les Intouchables qui sont extrêmement discriminées et considérées comme des sauvages, des barbares, des personnes primitives par le reste de la population. Il existe ce mot très péjoratif jungli qui est utilisé aussi en hindi. Et qui en fait fait référence à quelqu'un de sauvage, de non civilisé, qui ne se comporte pas bien, qui est d'ailleurs très utilisé pour parler de femmes qui seraient des femmes qui seraient dépravées. Et donc ce jungli vient en fait du peuple, désigne de prime abord ces peuples, ces populations qui vivent dans les forêts. Je voulais finir en disant que c'est des populations qui vont subir de plein fouet la répression que l'État indien va mettre en place dans les années 2000 pour se débarrasser de la guérilla. Et donc, ils vont devoir subir une répression intense qui va être menée pendant plusieurs années par l'État indien qui, à l'époque, va déclarer que les Naxalites sont la première menace pour la nation. Et en déclarant cela, en fait, le Premier ministre de l'époque, Manmohan Singh, va montrer publiquement, ouvertement, sa solidarité avec les industriels qui, eux, essayent de mettre en place des industries pour aller exploiter les minerais qui se trouvent dans ces forêts-là. Et donc, l'État va déclarer ouvertement qu'il veut éradiquer celles et ceux qui empêchent les industriels de détruire la forêt. Et celles et ceux qui empêchent ces industriels de pénétrer les forêts, ce sont les maoïstes, mais ce sont aussi les Adivasi. Merci beaucoup, Nike, pour cette passionnante récit. J'avoue que beaucoup d'Indiens ignorent aujourd'hui le fait que vous venez de citer qu'en 1962, il y avait une partie des Indiens qui ont battu côté chinois. Maintenant, je vais me tourner vers Christophe pour qu'il nous présente sa version, la continuité. Juste quelques points complémentaires de ce que Naike vient de dire. Pour situer d'abord géographiquement ce milieu adivasi maoïste dans les États, effectivement, où les aborigènes sont les plus nombreux, la partie de la Tribal Belt que les groupes maoïstes ont pénétré le plus efficacement, ça se situe au Bihar, sud du Bihar, une partie qui est devenue le Jharkhand, l'endroit où Alpa Shah mène son enquête. Le Bengale occidental, qui est évidemment voisin et qui est la matrice, qui est le lieu où est né le mouvement naxalite, comme Naike vient de le dire. Plus au sud, l'Orissa, le Jharkhand, je l'ai déjà dit, le Chhattisgarh, qui est l'épicentre aujourd'hui, en raison notamment de la densité de la jungle qui rend certains districts comme Bastar très difficiles à pénétrer. Et puis, plus au sud et à l'ouest, de Madhya Pradesh et Andhra Pradesh. Alors, comme la carte que vous voyez, comme les cartes que vous voyez l'indiquent bien, on a eu une expansion du mouvement, ce qu'on appelait les zones libérées par les naxalistes au début des années 2000, et puis la répression dont on vient de parler a conduit les groupes de guérilleros à se replier sur quelques poches seulement, et on est donc passé de 165 districts répartis dans 111 États, y compris d'ailleurs le Karnataka, plus au sud encore, en 2006, à un nombre beaucoup plus restreint
aujourd'hui, suite notamment à une opération militaire très déterminée, très systématique qu'on a appelée la traque verte, Green Hunt, à partir de 2009, quand on a déployé 70 000 soldats au cœur de l'Inde, hein, puisqu'on est là au cœur de l'Inde. Ces opérations ont été doublées, c'est très important de le dire, du déploiement de milices civiles, notamment Salva Judum, qui étaient en fait soutenues par les partis politiques, y compris le Congrès et le BJP, qui n'était pas encore au pouvoir en 2013, quand on a fait monter en puissance ces milices. Ce sont des milices privées, des milices de civils qui ont fait ainsi une forme de répression systématique, brûlant des villages entiers soupçonnés d'abriter des maoïstes. Donc le mouvement est sur la défensive, et d'ailleurs le livre d'Al-Pacha est assez poignant parce que les guérilleros avec lesquels elle avait arpenté de nuit le territoire du Jharkhand, ou bien sont en prison, ou bien ont été tués dans des opérations militaires, pour certains d'entre eux, à mesure qu'on laisse la forêt accueillir ces troupes armées, eh bien, on diminue le territoire sur lequel les guérilleros peuvent s'exprimer. Ça, c'est le premier point que je voulais signaler, une chronologie en quelque sorte qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus 50 000 combattants comme on en a eu au plus fort du mouvement, mais effectivement une dizaine de milliers. Le deuxième point très important à mes yeux, c'est une chose qui ressort aussi du livre d'Alpa, que sont venus, comme l'a dit Naïké, dans la jungle des intellectuels, des gens qui en tout cas avaient été éduqués. C'est une intelligentsia de haute caste qui se replie dans les années 90 sur les zones tribales, qui crée le fameux Communist Party of India maoïste en 2004, et qui va être dans une relation avec les Adivasis qui n'est pas toujours très facile. C'est-à-dire que d'un côté, dans les zones libérées, les districts que vous avez vus en rouge tout à l'heure, il y a davantage d'éducation. Les maoïstes amènent l'éducation aux aborigènes, ce n'est pas l'État qui l'a fait dans bien des endroits, amènent les soins, amènent aussi l'égalité, la justice. On va avoir des tribunaux populaires qui vont rendre une justice populaire destinée à émanciper les Adivasis de notables, de potentats locaux. Mais d'un autre côté, il n'y a pas une véritable osmose. Il y a d'ailleurs, semble-t-il, assez peu d'intermariage entre ces gens venus de l'extérieur et ceux qui résident dans la forêt comme Adivasis. Non seulement il n'y a pas une osmose systématique, mais il y a aussi une sorte d'incompatibilité relative des cultures. La culture des hautes castes reste quand même marquée par une forme de puritanisme, un ethos bien différent de celui des aborigènes. Et le livre d'Alpa est remarquable de ce point de vue parce qu'on observe comment l'un de ses personnages centraux, Gyanji, reste très critique de la façon dont les aborigènes, par exemple, ont des mœurs assez libres, consomment de l'alcool parce que ça fait partie de leur sociabilité. Tout ça, il le réprouve. Tout ça, il le réprouve et il ne peut pas s'en empêcher de garder finalement l'éthique de haute caste et de considérer que leur culture, celle des Adivasis, elle est vouée à disparaître. Et Alpa, qui défend les Adivasis et leur culture, se fait rembarrer au moins une fois lorsque Gyanji lui dit « Rien ne sert d'aller contre le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est la disparition de ces civilisations issues effectivement de l'Inde la plus ancienne qu'on puisse trouver encore aujourd'hui en termes humains. » Donc, deuxième point que je voulais souligner, cette relative hétérogénéité sociologique et culturelle qui demeure. Troisième point, et c'est encore le livre d'Alpa qui suggère celui-là,
il ne s'agit pas d'idéaliser ce mouvement. C'est un mouvement qui est pétri d'idéaux, idéaux d'égalité, de liberté. C'est un mouvement révolutionnaire. C'est le seul mouvement révolutionnaire que l'Inde ait vraiment connu. Il n'y a pas beaucoup de pays qui aient échappé à une révolution dans le monde. L'Asie du Sud est de ce point de vue-là un des lieux où on en a le plus grand nombre. Ni le Pakistan, ni le Bangladesh, ni le Sri Lanka, ni l'Inde n'ont connu de véritables révolutions. Une révolution qui met à bas les structures sociales, les hiérarchies héritées du passé. Là, on a affaire à des révolutionnaires qui sont vraiment portés par des idéaux et qui d'ailleurs ne veulent pas disputer les élections. Disputer les élections de la soi-disant démocratie indienne, c'est trahir le message initial. Mais ce ne sont pas des saints pour autant. Et ce qu'on voit très clairement dans le livre d'Alpa, c'est que, eh bien, il faut financer la guérilla. Financer la guérilla, ça implique notamment de lever des fonds, notamment en taxant les grandes entreprises, que certes, on dénonce parce qu'elles exploitent le sous-sol, que ce soit la bauxite, que ce soit le minerai de fer, que ce soit le charbon. Mais en même temps, si on se débarrasse entièrement des entreprises, on ne peut plus les racketter. Et donc, il y a un moment où il y a un équilibre à trouver entre l'argent qu'on lève auprès des entreprises et la lutte que l'on mène contre les mêmes entreprises. Ce n'est qu'un des exemples que l'on peut donner des compromis, voire des compromissions que Alpa relève au sein de ses aborigènes. Et puis, il y a de la corruption et l'un de ses personnages principaux fait preuve de corruption et est moralement répréhensible, y compris d'ailleurs, non pas pour des raisons de corruption financière seulement, mais aussi morale. Donc, troisième point que je trouvais très important de souligner et qu'encore une fois, le livre d'Alpa donne à voir d'une manière ethnographique particulièrement convaincante. Dernier point, et non le moindre, le rapport à la violence. Comme l'a dit Naike, c'est une armée, ce sont des guerrilleros qui ont pris les armes, qui ont tué pour libérer les paysans, pour libérer les Adivasis de l'exploitation dont ils étaient victimes. Mais, et c'est un point qu'on retrouve à travers tous les mouvements révolutionnaires indiens, la violence est systématiquement perçue comme répréhensible. La violence, on aimerait vraiment pouvoir l'éviter. Et alors ça, c'est vraiment quelque chose que moi j'avais constaté en travaillant sur les mouvements révolutionnaires de l'époque coloniale dans un livre qu'on avait fait avec Hamid Bozarslan et Gilles Bataillon. On a toujours trouvé dans l'histoire du mouvement révolutionnaire indien que la violence n'était décidément qu'un pis-aller, un moyen dont on aimerait faire l'économie. Même Bhagat Singh, le fameux révolutionnaire des années 20 en Inde, se disait non pas recourant à la violence, mais recourant à la force, en disant je fais preuve de force pour montrer à tous mes congénères que l'on peut s'affirmer, que nous sommes courageux, que nous ne baissons pas les bras, que nous ne nous sommes pas démoralisés. Je ne fais pas recours à la violence pour tuer. Et d'ailleurs, il est arrêté, Bhagat Singh, alors qu'il dépose une bombe, jette une grenade dans l'hémicycle du Parlement de l'Inde coloniale en visant les bancs les plus vides. C'est pour faire, comme disent les anarchistes, pour faire entendre le sourd. C'est une formule qui remonte aux anarchistes français du XIXe siècle. Pourquoi c'est important ça? Parce que dans le livre d'Alpa, on le voit, ils sont obligés de se battre. Ils sont obligés de porter des armes, de sans cesse aller d'un lieu à un autre. Ils sont dans cette errance armée à regret. Et Gyanji, à nouveau, le dit, on aimerait tellement faire davantage pour la société aborigène plutôt que d'avoir ainsi à ne faire que se battre en permanence. Mais évidemment, c'est la stratégie, et j'arrêterai là-dessus, c'est la stratégie du pouvoir, que de les empêcher de montrer qu'une autre société est possible, que de les empêcher de montrer que dans les zones libérées, il y a de l'égalité, de la redistribution des terres.
en les forçant ainsi à être dans une errance permanente, en les obligeant à faire preuve de violence, en un sens, à regret, eh bien, l'alternative que porte le maoïsme reste lettre morte, et les lettres mortes s'accumulent à mesure que les zones libérées sont reprises par le pouvoir indien, ce qui peut un jour conduire à une disparition, à une éradication du mouvement maoïste en Inde. On n'en est pas là, mais c'est le sens qu'a pris l'histoire indienne depuis quelques années. Je m'arrête là. Merci Christophe pour cette explication très lucide. Je note que quand vous avez dit que le seul mouvement révolutionnaire de l'Inde, ça c'est ce mouvement. Moi, j'inviterai maintenant Célia pour nous parler de l'impact des industries minières sur la population et sur ce moment. Oui, bonsoir. Donc moi, je suis à la fois journaliste et traductrice. Donc j'ai eu le plaisir de traduire ce livre dont on parle depuis tout à l'heure. Et je m'intéresse par ailleurs, en tant que journaliste, aux questions minières, aux impacts environnementaux, sociaux des mines et à ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est-à-dire une ruée minière. Donc, c'était doublement intéressant pour moi de travailler sur ce livre, non seulement parce qu'il est très bien écrit, et j'aurais plaisir à vous lire un passage, aussi parce qu'il parle de ce combat des Naxalites et qu'il retrace toute une histoire, qui est en fait une histoire mondiale, hein, comme on l'a bien vu dans ses exposés, et en plus parce qu'il a vraiment pour lieu, pour théâtre, une des frontières extractives actuelles qu'on voit se déployer dans toute sa violence. Quand je dis frontière extractive, c'est-à-dire que ces États-là, ce sont vraiment des États dans lesquels, aux yeux des États indiens et de l'État central, du gouvernement, les populations sont des obstacles, très clairement, à l'exploitation économique. Il faut faire place nette. Il est, du point de vue des entreprises minières et des entreprises d'énergie qui vont créer des barrages pour approvisionner les mines, il est aussi important de se débarrasser des gens qui vivent dans ces forêts et des gens qui font la guerre dans ces forêts pour les protéger, qu'il est important de décaper le sol et d'enlever les arbres pour pouvoir accéder au sous-sol et exploiter les ressources minières. Ces choses-là peuvent être mises sur le même plan du point de vue des investissements et du point de vue de la recherche des gisements. Alors, pour situer un petit peu, quand je dis que l'Inde est une des grandes frontières extractives dans le monde aujourd'hui, en 2019, par exemple, l'Inde est le 4e producteur mondial de fer, 4e producteur mondial de chrome, 5e producteur mondial de bauxite, donc d'aluminium, 5e producteur mondial de zinc, un très très grand producteur de manganèse, de plomb, de sulfure, de soufre, donc d'acide sulfurique, etc., etc. Et parmi ces... Quand je disais nous sommes dans une ruée minière, aujourd'hui, la plupart des institutions internationales s'accordent sur le fait que, en fait, on est en train de multiplier la production minière par entre 3 et 10. Et ça, c'est fait au nom de la transition écologique. On dit, bon ben voilà, on va essayer de basculer des systèmes énergétiques fondés sur le pétrole à un système énergétique fondé sur les métaux. Et pour ça, il faut démultiplier la production minière. Il est évident que les Adivasis, tout comme les habitants des forêts brésiliennes, tout comme les habitants de l'Équateur qui sont en train de se soulever en ce moment et qui demandent un arrêt des projets miniers, il est évident que les Adivasis sont les premières victimes de ces politiques qui évidemment sont plus anciennes que la ruée actuelle qui est liée à la transition, mais que cette ruée ne fait qu'accélérer. Si on prend les zones qu'on voyait tout à l'heure sur la carte
les régions qui sont les plus touchées par la guérilla, ou pour renverser les choses, dans lesquelles la guérilla est encore la plus vivace, on a donc l'Orissa ou l'Odisha, le Jharkhand, le Bengale occidental. Et cette partie, du point de vue géologique, on l'appelle la ceinture du nord-est. On y trouve des gisements très, très importants en charbon, en fer, en manganèse, en mica, en bauxite, en cuivre, en chrome. Bon, le manganèse, c'est un très bon exemple. C'est, comme le graphite d'ailleurs, un des métaux qui est très utilisé pour faire les batteries des véhicules électriques. Pour le graphite, par exemple, l'Agence internationale pour l'énergie prévoit une augmentation de 500% d'ici 2050. Une augmentation de la production de 500%. C'est absolument gigantesque. Voilà. C'est le genre de raisons pour lesquelles on fait la guerre à ces populations. Ensuite, on a un peu plus vers le centre la ceinture centrale qui recouvre donc les États du Chhattisgarh, de l'Andhra Pradesh, du Madhya Pradesh et du Maharashtra, dans laquelle on trouve également du manganèse, de la bauxite, de l'uranium, du charbon, du graphite, etc. L'industrie minière n'a cessé de grandir en Inde. Hein. C'était, bon, le colonialisme britannique avait déjà une vocation profondément extractiviste. Hein. L'extractivisme et la colonie sont des choses difficilement dissociables. Ensuite, au moment de l'indépendance de l'Inde, un très, très grand accroissement de l'industrie minière. Et aujourd'hui, un nouvel élan très, très, très fort. Entre 1950 et 1990, par exemple, on considère que l'activité minière a été à l'origine du déplacement de plus de 2,5 millions de personnes. Voilà. Dans son livre, Al-Pacha parle, à propos de la guerre qui est menée contre les Adivasis, de purification ethnique, de nettoyage ethnique. Il faut faire place nette, c'est ça l'idée. Et comment on fait ? On fait disparaître les moyens de subsistance, tout simplement. C'est la meilleure manière de vider les territoires. Et la mine est un moyen très, très efficace de les faire disparaître, puisque c'est, on le sait maintenant, l'industrie qui est la plus prédatrice. C'est l'industrie qui fait disparaître le plus rapidement l'eau potable, l'eau utilisable, les forêts, la terre non polluée. Pour reprendre un slogan de la campagne contre Tata Steel, la campagne contre le plus grand producteur de fer indien, à Noa Mundi, ils disent « La mine nous dévore, l'agriculture nous nourrit ». Voilà, c'est très clairement cette polarité qui est posée. Donc, en quelques mots, pour essayer d'illustrer un peu ce que l'activité minière fait et ce à quoi les Adivasis et d'autres tentent de résister. Le premier impact, c'est évidemment la déforestation pour accéder au gisement, bien sûr. Et donc, partant de là, une très très forte dépopulation de la faune. Donc, un autre problème qui se pose, il y en a énormément, c'est le déséquilibre entre les animaux, les humains, des équilibres qui se sont construits au fil des siècles. Par exemple, les attaques d'éléphants, le fait que les éléphants n'ont plus du tout accès aux zones habituelles et se mettent à dévaster des villages. Il y a évidemment le problème des incendies, puisqu'il y a des incendies souterrains, les terrils aussi, les déchets miniers qui sont liés à l'exploitation du charbon sont des énormes montagnes qui prennent feu spontanément, qui sont sujettes à l'autocombustion. C'est un gros problème. C'est même un problème en France où l'échelle de l'activité minière du charbon ancienne est bien plus petite, mais ça se pose aussi en France aujourd'hui encore. Alors en Inde, à l'échelle des mines de charbon, évidemment, c'est un gros problème.
Et puis, le principal problème de l'activité minière, c'est la pollution de l'eau, puisque quand on exploite des métaux comme le graphite, le chrome, etc., en fait, on exploite quelques grammes de matière par tonne de roche. Donc, on produit immensément de déchets, des déchets solides, des déchets liquides. Et ces déchets sont rejetés dans les milieux. On essaie de les confiner, mais on a des problèmes. On les confine derrière des barrages, les barrages rompent, polluent les vallées, etc. Donc, les déchets miniers font disparaître malheureusement l'eau potable. Pour vous donner un exemple, en janvier dernier, janvier 2022, dans l'Odisha, on a la rupture d'un barrage minier et une trentaine d'hectares qui sont submergés par ces boues toxiques. Voilà, c'est malheureusement des choses qui arrivent assez souvent. On citera aussi l'exemple dans l'Odisha de Sukinda. Dans cette localité, on a un site de production de chrome. Le Blacksmith Institute considère que ce lieu est l'un des 10 sites les plus pollués au monde. Voilà, pour produire du chrome, qui est très, très présent dans les aciers inoxydables, qui est aussi utilisé comme pigment dans l'industrie textile, notamment indienne. On va avoir 70% des eaux de surface et de l'eau potable qui contiennent désormais donc, du chrome hexavalent, substance extrêmement toxique. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film Erin Brockovich, c'était contre ça qu'elle luttait. Donc, une substance qui provoque évidemment des cancers, qui est mutagène, reprotoxique. Et pour vous donner une idée de la montée en puissance de cette production, sur le chrome, par exemple, en 1970, l'Inde produisait 500 000 tonnes et aujourd'hui, c'est 4 millions de tonnes. Donc, voilà, on est sur des pentes gigantesques. Et dans le livre d'Al-Pacha, une des forces de ce livre, c'est qu'elle n'escamote pas du tout les contradictions et les problèmes. Comme l'ont bien dit les orateurs précédents, elle s'arrête vraiment pour penser les contradictions, par exemple, entre les choses qui sont défendues par le mouvement naxalite et les intérêts des populations locales. Et elle montre comment, en fait, les naxalites sont, du fait de leur tradition politique, dans une culture de fond qui est une culture industrialiste. Donc, eux considèrent que si les moyens de production étaient mieux répartis, si l'économie n'était pas dépendante des grands flux monétaires et des grands groupes, et si on prenait mieux en compte l'environnement, on pourrait avoir une extraction minière d'extrême gauche, on pourrait avoir une extraction minière révolutionnaire. Bon, quand on connaît un petit peu la question minière, on constate que ça n'est malheureusement pas possible. En tout cas, ça n'est pas possible aux échelles auxquelles on exploite aujourd'hui le minerai. C'est-à-dire que, étant donné les emprises, les surfaces qui sont concernées, étant donné les quantités d'eau et d'énergie qui sont nécessaires pour faire fonctionner des mines aujourd'hui, et les quantités de déchets avec lesquels on se retrouve, on ne peut pas du tout imaginer que cette production soit réformable et qu'on puisse, par des mesures qui sont des mesures techniques, qui sont liées aussi à des mesures sociales, résoudre le problème. Voilà, donc ça c'est un des points qui est montré là, alors que effectivement les naxalites vont de fait ralentir les projets miniers, ralentir la construction des routes, ralentir la construction des grands barrages pour protéger leurs bastions, mais en même temps, en prélevant en fait des dîmes pour financer le mouvement auprès des sous-traitants des mines, vont permettre aussi à cet univers-là d'exister et de se déployer, comme le disait très bien Christophe tout à l'heure. Voilà, peut-être pour... alors,
comme je disais, il y a une des grandes tendances aujourd'hui, et c'est très frappant que ça apparaisse de manière officielle dans les textes en Inde. La grande justification pour les mines, c'est de dire nous sommes signataires de l'accord de Paris, donc nous devons exploiter des métaux qui sont des métaux de la transition. Donc nous devons libérer ces territoires pour les investisseurs. Donc il y a un argument économique, évidemment des dizaines de milliards de dollars d'investissement qui seraient permis par le fait de se débarrasser de la guérilla, mais en fait aussi un argument soi-disant écologique, très très cynique, voilà, qui est lié à ces métaux. Merci Zélia, je vous remercie pour cette explication et d'avoir nous expliqué l'impact et l'horreur causée par les industries minières, à la fois sur les forêts, l'environnement et aussi sur les Adivasis. Maintenant, je vais inviter Laurent pour nous expliquer le lien que ce mouvement a avec les autres mouvements dans le sud-est asiatique. Merci. Merci. Alors, ce dont moi je voudrais parler là essentiellement, hein, c'est un des points qui caractérise les mouvements maoïstes en Asie du Sud et le mouvement naxalite en particulier, et dont on n'a pas encore beaucoup parlé, c'est la place des femmes, hein, et la mixité sexuelle au sein de ce mouvement de lutte armée. Alors là, pour réintroduire un petit peu, replacer le mouvement naxalite, hein, dans un contexte plus large, ce qu'il faut souligner, c'est qu'à l'échelle mondiale, hein, la question de la mixité, donc du recrutement à la fois d'hommes mais aussi de femmes dans un mouvement de lutte armée, ne va jamais de soi, hein, et a fortiori, l'autorisation faite à ces combattants et combattantes d'avoir des relations sexuelles, éventuellement de se marier, d'avoir des enfants, est toujours l'objet de débats et de controverses. Hein, dans les mouvements de lutte armée internationaux, ces controverses sont anciennes, hein, probablement la première formalisation de ce débat autour de la question des relations sexuelles dans les mouvements de lutte armée. C'est probablement dans la guérilla communiste aux Philippines, à la fin des années 40 et au début des années 50, dans ce qu'on appelle le mouvement Huck, où là, le politburo du Parti communiste philippin, le premier, va chercher à répondre de manière scientifique, hein, selon ses propres termes, à ce qu'il qualifie de problème du sexe. Hein, et donc ça, c'est un cas qui a déjà été relativement travaillé par les chercheurs en sciences sociales. Il est intéressant de se le rappeler, hein, parce qu'il instaure un précédent dans les mouvements communistes asiatiques de traitement, hein, rationnel, scientifique, de cette problématique de la sexualité. Ça souligne, au moins dans la première période du mouvement naxalite, dans les années 60-70, la singularité de ce mouvement par rapport à ces problématiques, hein, parce qu'il n'y a pas de traitement au début, dans les premières décennies du mouvement maoïste indien, il n'y a pas de traitement aussi explicite et systématique de la question sexuelle. Hein, là, Christophe en a un petit peu parlé tout à l'heure. Le mouvement naxalite, tel qu'il se développe notamment autour plutôt d'intellectuels de gauche, de la bonne société qu'on appelle Badralok, donc de la bourgeoisie, des classes moyennes, des hautes castes, centrées sur le monde urbain du Bengale occidental. Cet ethos Badralok se caractérise par un certain puritanisme qui va conduire les cadres systématiquement de haute caste du début des premières décennies du mouvement naxalite à refouler la question de la sexualité, hein, en insistant sur un idéal de célibat. Hein. Les combattants et les combattantes sont censés justement pratiquer une forme d'ascétisme militaire, d'ascétisme martial, hein, qui doit les conduire à refuser la vie de famille pour se détacher du reste de la société, hein, en écho très clairement à un idéal de l'ascétisme propre aux hautes castes hindoues, hein, qu'on retrouve dans le livre d'Al-Pacha, hein, à travers ce personnage de Ganji, qui, bien qu'étant marié, hein, a eu une première période de sa vie marquée par cette tentation ascétique. Ce qui est intéressant de noter, c'est que malgré tout, les Naxalites, au fil de leur histoire, vont évoluer dans leur position. Hein. C'est souvent le cas des guérillas au recrutement mixte. Ils vont évoluer dans leur position par rapport au mariage et à la sexualité. D'abord en autorisant
le mariage à leurs combattants et à leurs combattantes, et également en autorisant le fait d'avoir des enfants, même s'il est généralement découragé pour les combattants mariés au sein du mouvement, d'avoir des enfants tant qu'ils ont encore des activités militaires. Hein, alors ça, c'est intéressant parce que ça singularise cette fois le mouvement maoïste indien par rapport à ses cousins dans le reste de la région en Asie du Sud. Hein, si on rapproche la comparaison, hein, non plus avec d'autres mouvements communistes asiatiques dans des Asies plus distantes, mais quand on regarde plus à l'échelle de l'Asie du Sud, du sous-continent indien, ce qui est frappant, c'est la manière dont un mouvement qui entretient un vrai cousinage idéologique avec le naxalisme, qui est le mouvement des maoïstes népalais, va adopter une position sensiblement différente sur ces questions. Alors, le mouvement maoïste népalais, hein, sans rentrer dans les détails, va être engagé dans une lutte armée, hein, dans une guerre du peuple, hein, telle qu'il l'a décrit lui-même, de 1996 à 2006. Et dans le cadre de cette lutte armée, va développer sa propre réponse scientifique à ce que les idéologues du mouvement qualifient de problème des relations physiques. Et alors là, on a une réponse hein, beaucoup plus explicite, beaucoup plus élaborée, beaucoup plus systématique que dans le cas des Naxalites indiens. Hein, les Maobadis, les maoïstes népalais, vont développer une formule hein, qui résume eux-mêmes par le slogan « Amour, mariage, sexe hein, ». Dans cet ordre, évidemment, l'ordre a son importance. Cette doctrine a une dimension résolument progressiste, hein, c'est comme ça qu'elle est conçue. D'abord parce qu'elle autorise, voire encourage, le mariage d'amour, ce qui est un choix, une position résolument révolutionnaire hein, dans un contexte sud-asiatique hein, où généralement le mariage imposé et endogamique au sein de la caste reste la norme. Puisque ce mariage d'amour, tel qu'il est promu par le Parti communiste népalais, et en plus, hein, on encourage les partenaires à se marier hors de leur caste, hein, donc dans un geste doublement transgressif et révolutionnaire. Ce qui est aussi original dans cette doctrine amour, mariage, sexe, c'est l'encouragement, c'est le fait de rompre avec les rituels religieux, donc on rompt très clairement avec le mariage hindou, et on va proposer également, ça rejoint déjà un petit peu la position des Naxalites, on va proposer des méthodes contraceptives, un planning familial pour permettre en fait de conjuguer, hein, c'est les termes des Maobadis, des combattants maoïstes népalais, droit à l'amour, mais aussi droit à la guerre pour les femmes, hein, pour empêcher que les femmes soient réassignées trop rapidement à un rôle domestique. Alors déjà, on voit bien hein, là qu'il ne faut pas surestimer les différences entre le mouvement naxalite indien et le mouvement maoïste népalais, hein, même si ce dernier a une position plus élaborée, plus systématique sur ces questions de sexualité. Ce qu'il faut rappeler, hein, c'est que les maoïstes népalais partagent le puritanisme révolutionnaire de leurs cousins et collègues naxalites indiens, hein, d'abord parce qu'ils mettent la même emphase sur la norme de la conjugalité. Hein, il est évidemment hors de question d'avoir des relations sexuelles hors mariage. Donc tous les flirts et les relations extra-conjugales sont non seulement découragés, mais aussi parfois sanctionnés. Hein, et des peines sont prévues, notamment de travaux forcés. On insiste également sur la monogamie et enfin sur l'hétérosexualité. Hein, à l'instar des Naxalites indiens, il n'y a absolument aucune discussion, aucune possibilité n'est envisagée de relations homosexuelles au sein de la guérilla. Hein, ces pratiques sont considérées comme bourgeoises, décadentes et associées à la décadence de l'Occident. Ce qui rapproche aussi hein, le mouvement maoïste indien et népalais, c'est le fait que leurs ambitions de contrôle social respectives se heurtent systématiquement hein, aux pratiques avérées des populations qui constituent leur base. Hein, et sur ce point, c'est vraiment un des apports du livre d'Al-Pacha, dont on n'a pas encore parlé. C'est la manière hein, dont elle insiste de manière très ethnographique en documentant ça à partir aussi de ces terrains plus anciens, certes, de ces 7 jours et nuits dans la guérilla, mais aussi de ces années de présence dans des villages adivasi où elle connaît intimement hein, les pratiques sociales, affectives et sexuelles des populations parmi lesquelles elle vit. Et ce qu'elle montre, c'est la dimension affective essentielle
des engagements qui se superposent, s'enchevêtrent et parfois renforcent ou contredisent les engagements idéologiques. Hein, elle montre bien, notamment pour les femmes, que l'enrôlement de la guérilla suit parfois est parfois encouragé par des relations amoureuses. On va parfois rejoindre son amoureux dans la guérilla. Et lorsque la relation finalement se termine, s'étiole, n'aboutit pas à un mariage sanctionné par le parti, on va éventuellement retourner dans son village, dans sa famille, pour contracter un mariage plus traditionnel. Hein, et donc ça, c'est très important, c'est que ce qu'elle montre, au-delà de cette dimension affective des engagements, c'est aussi le rôle, le va-et-vient entre guérilla et société. Prendre les armes, contrairement à ce qu'on peut imaginer, et ce qui est parfois la norme dans d'autres mouvements de lutte armée en Asie du Sud ou ailleurs, c'est pas forcément un geste de rupture radicale par rapport à la société environnante. C'est pas forcément un choix définitif qui engage pour le restant de ses jours. Ça peut être un choix temporaire qui est soumis aussi aux aléas, aux contingences des affects, des amours du moment. C'est à la fois la force et la faiblesse de ces mouvements, parce que précisément, notamment pour la composante la plus jeune de ces mouvements, ça peut donner une dimension essentielle, renforcer, dynamiser des engagements, au-delà de la lecture de Marx et Mao, qui est souvent limitée, au moins au début, chez ces jeunes combattants. C'est aussi la faiblesse, puisque je le disais, ces engagements sont tributaires de contingences, aussi des âges de la vie et des accidents de la vie qui peuvent les accompagner. Dernière chose, et je terminerai là-dessus, c'est, Christophe le disait déjà un peu, mais je veux vraiment insister là-dessus, c'est la manière dont précisément ces pratiques sociales des populations en rupture avec les doctrines, avec le cadre normatif, avec les règles encadrant les pratiques sociales et sexuelles, vont créer des tensions potentiellement entre le puritanisme de haute caste et les pratiques sociales de leur base autochtone ou indigène. Et donc, on va avoir des négociations, des controverses qui ne tournent pas toujours à l'avantage de la guérilla et qui peuvent aussi alimenter le désengagement des populations. Voilà, je terminerai là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Laurent. C'est vrai que souvent, on ne parle pas, quand on parle de ce mouvement, on ne parle pas forcément de la sexualité, l'amour. Et merci de nous avoir présenté ça. On peut peut-être maintenant commencer à prendre des questions. Il y a déjà une question qui dit, c'est par Vincent Bage, qui dit « Merci pour ce webinaire. Est-ce que ce mouvement a des liens, relations avec le Kerala qui est, je crois, gouverné par des communistes ?» Si quelqu'un parmi vous voudrait répondre à cette question. Je vais bien apporter quelques éléments de réponse, mais que mes collègues compléteront, j'en suis sûr. Alors, ce qu'il faut absolument bien comprendre, c'est que les communistes en Inde sont de variétés de genres très différents. Et ceux qui ont le pouvoir au Kerala aujourd'hui et qui l'ont conquis pour la première fois d'ailleurs en 1957, c'est au Kerala que les communistes ont pour la première fois remporté des élections dans le monde, eh bien, ce sont des gens qui jouent le jeu de la démocratie depuis toujours. Mais ce qui est très intéressant, c'est effectivement que dans l'histoire du communisme en Inde, est né à gauche, décennie après décennie, un mouvement qui chaque fois a rejeté vers le centre eh bien, les plus anciens. Donc, il y a une scission entre le Communist Party of India et le Communist Party of India marxiste en 64, qui donne naissance au CPIM, qui est donc à la gauche de celui qui est pro-chinois par rapport à celui qui est le plus ancien et qui est pro-soviétique. Et puis, comme le disait Naike, dans les années 67, 68, 69, quand Charu Majumdar lance le mouvement naxaliste, il a créé un nouveau marxisme, enfin un nouveau parti communiste marxiste-léniniste qui, lui, va du coup rejeter encore plus vers le centre le CPIM, d'où il est né. Donc il y a cette dynamique, cette cinétique des groupes en quelque sorte, naissent sur la gauche des partis communistes de nouvelles formations, mais justement,
ceux qui disputent les élections, ceux qui sont du coup dans le jeu démocratique, comme ceux qui sont au pouvoir au Kerala, ne considèrent pas les naxalistes comme sur la bonne voie, comme étant à suivre. Il n'empêche, je termine là d'une phrase, qu'il y a bien sûr des affinités, qu'il y a bien sûr des relations personnelles, inavouées, clandestines, et que on a eu des révélations sur les liens que pouvaient entretenir avec la guérilla des intellectuels de gauche, mais c'est plus sur le mode individuel que sur le mode organisationnel, parce que jamais le Parti communiste of India marxiste n'avouera avoir la moindre relation avec les naxalistes, qui sont des ennemis publics numéro 1, que l'on pourchasse, que l'on met en prison et que l'on torture. Et là aussi, il y a des pages du livre d'Alpa qui font frémir, hein, littéralement. Très bien. Merci. Avant de prendre cette deuxième question, parce que je pense que ça va revenir vers toi à nouveau, Christophe, mais avant de faire ça, j'ai une question pour Nike. C'est à propos du titre de ce livre, le livre de la jungle, un sujet qui est différent de Night March en anglais. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des anecdotes? Pourquoi vous avez choisi ce livre, ce titre? Eh bien, merci pour cette question. On avait, au sein des éditions La Dernière Lettre, on avait envie de réfléchir à un titre en français qui fonctionne. Dans Al-Basha, dans son livre, la question de la forêt et de la jungle est très, très présente. Pour nous, c'était un mot qui était important parce qu'il permettait d'englober à la fois cette question des habitants des forêts, mais aussi de ce lieu refuge pour les révolutionnaires. Et il porte en lui une connotation aussi, il permet de parler du vivant, aussi de cette nature qui se défend et du vivant attaqué par les industriels et l'État indien. Et ensuite, voilà, on s'est dit, on pourrait effectivement reprendre à Kipling son titre, Le livre de la jungle. On pourrait lui arracher en quelque sorte dans un geste de réappropriation, puisque Kipling, c'était une personne qui a vécu en Inde quand il était jeune et qui a écrit des textes qui avaient une vision très un peu orientaliste, comme on dirait. Donc orientaliste, c'est-à-dire une vision venue de l'extérieur de ce que peut être la réalité de l'Inde. Alors, il vivait en Inde, mais il avait une vision assez occidentale de ce que pouvait être une forêt. Et dans ses récits, la forêt, c'est un mélange de menaces et d'attirance. C'est quelque chose qu'on retrouve chez les colons, chez les militaires, cette manière de penser la forêt comme étant un endroit dont on a peur, et en même temps, c'est un endroit où on va aller pour... Célia en parler pour s'accaparer ce territoire. Et Kipling était aussi défenseur de la colonisation. Donc, il a écrit sur l'Inde, mais c'est quelqu'un qui défendait le fait que les Européens, les Blancs, devaient aller civiliser les populations non blanches. Il a écrit un texte qui parle du fardeau de l'homme blanc. Et pour lui, c'est le fardeau de l'homme blanc que d'aller civiliser les peuples non civilisés. Et donc, pour nous, c'était justement dire qu'on voulait réaffirmer l'importance de penser une autre histoire, une contre-histoire vis-à-vis de ce type de récit, et de dire, voilà, l'histoire qu'Al-Pasha nous donne, c'est l'histoire d'une jungle qui se rebelle, c'est l'histoire d'une jungle insurgée, et donc, c'est pour cela qu'on a décidé de nommer ce livre de la sorte. Et on a effectivement
un petit peu humaniser ce vivant qui est la jungle en se disant qu'on voulait aussi l'ancrer dans une contre-histoire des luttes dans des zones qui sont menacées, dans des zones naturelles et peuplées qui sont menacées par des logiques destructrices du vivant. Très bien. Merci beaucoup. J'ai une question aussi pour Célia. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu sur le profil de ces entreprises minières? Par exemple, il y a l'entreprise anglaise Vedanta Resources, mais pas que. On a aussi Tata Steel, Adani Group, SA Steel, Adani. Et il me semble qu'en 2011, Vedanta Group Resources avait perdu dans les tribunaux contre les Adivasis qui avaient gagné. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu sur ces entreprises? Il me semble que vous n'avez pas activé votre micro. Oui, excusez-moi. Les entreprises minières, dans leur très, très, très grande majorité, sont des très grands groupes. Ils sont d'ailleurs à l'origine, en grande partie, du capitalisme mondialisé. Ça s'explique très bien, notamment par le fait qu'aujourd'hui, un investissement minier, c'est-à-dire construire une mine, une usine de traitement et tout ce qui va avec, c'est plusieurs millions, des dizaines de millions, voire 1 milliard. Donc, voilà. On est forcément face à un grand capital, de fait, avec des capitaux qui sont multiples, qui peuvent être de beaucoup de pays. Il y a des fonds d'investissement qui participent, etc. On est dans des flux monétaires mondiaux. Et vous faites allusion à un événement vraiment très, très important, c'est la lutte des Dongriakon contre le grand projet de Vedanta Resources, qui devait donc agrandir une mine de bauxite, donc l'aluminium, donc pensons aux canettes de coca, c'est ça dont il s'agit en partie, et qui a illégalement construit à la fin des années 2000 un site de traitement de la bauxite, avant même d'avoir l'autorisation pour l'agrandissement de la mine, en considérant que c'était acquis. Et il y a eu une lutte là très importante, une mobilisation qui n'a pas de lien direct avec le mouvement naxalite, ou alors il faudra me contredire là-dessus, mais je ne pense pas, qui est une lutte à la fois pacifiste et en même temps avec des actions directes, des blocages routiers, et qui a énormément joué, en tout cas du point de vue qu'on en a eu ici, sur les médias, la presse, et qui a même réussi à impliquer James Cameron, donc le réalisateur, dans la lutte, puisqu'il venait de faire le film Avatar, qui parle de la lutte des populations contre les projets miniers. Et donc finalement, quelques années plus tard, avec une confirmation en 2014, le projet de Vedanta Resources est abandonné, en tout cas tout ce qui concerne la partie agrandissement. Merci. J'ai une question pour Laurent. Donc, Al-Pacha, dans ce livre, elle dit que les mouvements du peuple contre l'injustice et l'égalité parfois peut rendre nécessaire le recours à la violence, mais cela finit par attirer la répression de l'État. Et c'est un cycle de violence qui ne s'arrête plus. Et ce qui se passe, c'est que après, le mouvement consacre beaucoup d'énergie pour contrer cette violence. Et parfois, on imite la barbarité de notre adversaire. Et du coup, il arrive que la plupart de l'énergie de ce mouvement, de ces dirigeants, va dans l'apprentissage des armes, financement, et qu'à la fin, il n'a pas assez de temps pour l'éducation politique, qui est importante et essentielle. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Et j'ai ajouté une petite question aussi, c'est que quand j'étais en Inde, j'avais entendu dans les années 2000 que les maoïstes indiens allaient se réfugier au Népal. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que cela veut dire que ces deux groupes travaillaient ensemble, entre l'Inde et le Népal? Je vais peut-être répondre sur la deuxième partie de la question. C'est toujours difficile à dire, et puis les chercheurs ne sont pas là pour faire du travail de police ou de renseignement, donc je ne pense pas que ce soit à nous de répondre vraiment exactement à la question. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des connexions, il y a eu des échanges
mais les deux mouvements ont vraiment vécu leur vie de manière distincte. Je pense que c'est ça qui est essentiel. Par ailleurs, les maquis népalais étaient beaucoup trop éloignés des terrains de combat indiens pour constituer un lieu de refuge pour un nombre significatif de combattants. Et ensuite, la situation au Népal, à partir de 2006, à partir de la fin de la guerre du peuple, a quand même été assez défavorable pour envisager justement un repli massif des combattants maoïstes indiens. Donc je ne pense pas que ce soit très significatif. Ça alimente ça a alimenté beaucoup de fantasmes dans l'appareil répressif indien, mais je ne crois pas que c'était extrêmement significatif en termes militaires. Pour ce qui concerne ensuite l'impact de la violence, ce qui est certain, alors voilà, je pense que c'est des mouvements de lutte armée, donc rentrer dans une critique de leur violence, c'est rentrer dans leur imaginaire, dans leur mystique, aussi dans leur théorie de l'émancipation par la violence, notamment pour les femmes. C'est aussi une théorie très genrée. Dans les écrits maoïstes, indiens ou népalais, on a aussi une théorie très explicite de l'empowerment, de l'émancipation des femmes à travers la prise d'armes, qui est souvent très élaborée. Donc il y a bien une théorie de la violence, voire une mystique autour d'une notion purificatrice, de la violence purificatrice, qui demanderait voilà, des éléments de réponse assez développés. Après, une autre question, c'est sur l'attrition de ces mouvements et les formes de déperdition idéologique qu'entraîne l'intensification de la répression, qu'a entraîné l'intensification de la répression indienne ces dernières années. Et ça, Al-Pacha en parle très bien, notamment en suggérant qu'il y a quelques années encore, ses interlocuteurs dans le mouvement auraient réagi à la publication de son livre. Ce qui n'a pas pu être le cas parce qu'ils sont vraiment on the run, ils sont en cavale permanente, et ça a un impact direct sur les cadres, sur les militants de base, donc sur leur politisation, sur leur capacité à prendre du recul, à au moins temporairement mettre une pause à cette cavale permanente pour lire, se documenter, écrire, échanger avec d'autres mouvements. Ce qui est certain, c'est que l'intensification de cette répression a conduit à une déperdition intellectuelle, idéologique du mouvement, ça c'est sûr. Très bien. Il me semble qu'il y a une autre question qui a lien avec le Népal. Donc, c'est de M. Suntar Visuvalingam. Et peut-être Laurent, tu pourras aussi répondre à ça. En ce qui concerne l'évolution des rapports entre les Naxalites et la Chine, n'est-ce pas vrai que la Chine avait aidé le gouvernement népalais, le roi, pour supprimer les Naxalites, par exemple en donnant des armes? Alors sur les contrats militaires, ça je ne sais pas exactement, mais ce qui est certain, c'est que les Chinois étaient très embarrassés. Et là, on est dans une Chine largement post-maoïste et qui est considérablement embarrassée par ces maoïstes népalais à sa frontière, qui vont réactiver un idéal révolutionnaire et perturber les relations diplomatiques avec le Népal et potentiellement avec l'Inde. Donc, ce qui est certain, c'est que les maoïstes népalais étaient très isolés diplomatiquement et évidemment n'avaient pas trouvé de soutien du côté chinois. Ok, merci. Il me semble que pour Christophe, nous avons au moins deux questions. Donc, première de Fabien Chartier. A-t-il existé des liens entre les mouvements communistes, naxalites, maoïstes, marxistes en Inde et les mouvements communistes britanniques, voire français, européens, au cours du XXe siècle? Ça, c'est la première. Deuxième question, c'est de Christelle Lamblin. Bonjour, merci pour la qualité de vos interventions. Si communistes et maoïstes ne font pas cause commune, la divergence de vues sur la démocratie était la seule raison? Alors, sur la première question, je suis sûr que Laurent, Naïké, Célia peut-être auront davantage de choses à dire que moi. À ma connaissance, il n'y avait pas de lien, mais je ne suis pas le mieux placé peut-être pour y répondre. Sur la deuxième, oui, c'est quand même principalement cette question du rapport à la démocratie qui fait la différence. Et d'ailleurs, plus précisément, le rapport à l'acte de vote, disputer les élections ou pas
This is the question. Et dans le livre, d'ailleurs, Alpa raconte une histoire très intéressante. L'un des rares notables Dalits de son coin à avoir acquis une véritable notoriété comme chef naxalite, finit par trahir et à se présenter aux élections. Il est immédiatement banni du mouvement. Ce n'est pas acceptable. C'est une ligne rouge. Hein. Alors, ça n'a pas été toujours le cas. Notamment au billard, il y a eu dans les années 90 le MCC qui considérait, bon, je ne développe pas les cycles, sinon on ne va pas s'en sortir, mais c'était un mouvement qui, lui, était justement plus enraciné dans les mouvements dalits et qui est passé aux politiques. Il y a eu des élus marxistes, léninistes dans certaines assemblées, mais ils sont très rares. C'est très cohérent avec l'esprit du mouvement que de dire ces élections ne font que reproduire l'oppression, ne font que faire passer le pouvoir d'une élite à une autre, sans que jamais il ne se passe rien de véritablement transformationnel, hein, révolutionnaire. Pas de réforme agraire, quel que soit le parti au pouvoir. Et ils ont très largement raison. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde qui a soutenu Salva Judum, le mouvement qui a réprimé en termes civils la guérilla, le Congrès et le BJP ont suivi la même politique, absolument la même politique. Il n'y a pas eu de divergence. Et d'ailleurs, des leaders du Congrès, à commencer par la famille Shukla, Vidya Charan Shukla, qui a gouverné le Chhattisgarh pendant des décennies. Le père Shukla était déjà au pouvoir en 1952. Donc des vieux congressistes ont été assassinés par des naxalites dans la guérilla. Donc oui, c'est véritablement là la pomme de discorde qui fait qu'il y a communistes et communistes et le rapport à l'élection est absolument décisif. Merci. Il me semble que non seulement que le Salva Judum était utilisé par les deux partis BJP et Congrès, mais aussi les États de Karnataka, Andhra Pradesh et d'autres États aussi ont imité Jharkhand. Et malgré le... Salva Judum, c'est Chhattisgarh plutôt. Hein. Oui. C'est le Chhattisgarh qui a effectivement été le premier. Alors, bon, ce qui n'est pas inintéressant, c'est de dire que la Cour suprême a sanctionné ces actions, hein, considérant qu'il n'était pas aux civils de faire la guerre contre les soldats. Mais bon, le gouvernement brouille toutes les pistes. Non seulement il met en piste, c'est le cas de le dire, des civils pour lutter contre d'autres civils, mais il recrute des aborigènes dans son armée. Hein, et dans le livre d'Alpa, il y a des portraits très poignants de jeunes aborigènes recrutés par l'armée indienne pour tirer sur d'autres aborigènes qui sont des autres villageois. Donc, cette confusion est entretenue à dessein pour discréditer et disqualifier la guérilla par tous les moyens. Très bien, merci. Il y a une question peut-être que Nike pourra nous répondre. Pensez-vous que certaines initiatives ou alertes de la part de personnalités indiennes, exemple Arundhati Roy, il y a quelques années, soient utiles pour le grand public ou au contraire ambiguës? Donc, c'est Jean-Claude Chaton qui nous pose cette question. Oui, ça fait référence au fait que donc Arundhati Roy, qui est une romancière indienne assez connue du grand public en France, en tout cas ses livres sont traduits chez Gallimard, fait des déclarations régulièrement pour soutenir les mouvements sociaux, les mouvements de lutte pour l'émancipation. Et elle a écrit un texte il y a quelques années, Walking with the Comrades. Elle est allée marcher avec les camarades de manière beaucoup plus succincte que Al-Pacha. Et elle en a fait un long texte qu'elle a publié dans un magazine indien. Donc elle a pris position très clairement à cette époque, en 2009, pour cette guérilla. Ce texte n'a pas été traduit, enfin n'est pas paru chez Gallimard, étonnamment, mais en tout cas, effectivement, elle fait partie des personnages publics
qui peut permettre de mieux comprendre ce qui se joue dans les forêts du centre de l'Inde. Et notamment, à cette époque, elle permettait de parler de la Salva Doudoum, dont on a parlé plusieurs fois. Donc, elle a vraiment permis de comprendre que l'État indien envoie sa propre armée pour tuer envoie son armée et permet de fomenter des milices pour tuer sa propre population. Pour moi, c'est une initiative totalement utile pour le grand public. Et d'ailleurs, Al-Pacha demande aujourd'hui, elle dit que ce livre qu'elle a écrit, c'est un livre alerte, c'est un livre pour mieux faire connaître l'état de l'Inde. Et elle dit il faut qu'on continue à parler de ces choses dont on ne parle pas. Et lors de sa tournée en France, elle a appelé à ce qu'on continue effectivement à déployer aussi ces petits espaces de résistance pour que ce dont elle parle dans son livre soit répété à différents endroits en France. Et elle s'inquiétait des intellectuels qui sont actuellement menacés par le gouvernement suprémaciste hindou, qui sont des intellectuels qui étaient également sympathisants ou tout simplement qui étaient juristes ou avocats et qui défendaient les Adivasis innocents mis en prison, qui sont aujourd'hui donc eux-mêmes emprisonnés. Elle s'inquiétait du fait que ces personnes ne peuvent plus parler aujourd'hui pour les Adivasis emprisonnés. Ok, merci beaucoup. Il nous reste les dernières 5 minutes, donc j'aimerais bien vous inviter pour partager avec nous un dernier mot. Mais avant cela, je vous propose que je lise un paragraphe que j'ai pris depuis ce livre, de préface de Al-Pacha. Donc, elle dit « La violence policière s'impose et l'autoritarisme gagne du terrain. Nous avons l'occasion de faire de l'Inde non pas seulement la plus grande démocratie du monde, mais aussi la plus authentique. Il est temps de déconfiner le pays, ses peuples, ses formes de substance et ses imaginaires. La publication de ce livre en France est pour moi une manière de faire connaître ces enjeux et de donner un visage à ceux et celles dont les vies ne doivent pas être effacées, qui parviennent malgré tout à conserver leur dignité. Nous devons nous unir aux voix de la résistance et commencer par libérer ceux qui croupissent dans des prisons sous-peuplées. Il faut libérer les forêts de l'emprise des forces de sécurité et des multinationales pour les restituer à ceux qui y ont vécu pendant des siècles et agir plus largement pour l'accès de tous à des moyens de subsistance décents. Il faut encourager la pensée critique, le débat et la libre discussion dans les lieux d'enseignement de notre pays pour que les esprits libres puissent s'épanouir ailleurs. La subversion n'est pas seulement essentielle à la démocratie, elle est fondatrice de notre humanité. Dans un contexte où les élites indiennes et mondiales s'emploient de plus en plus à brouiller la distinction entre justice sociale et terrorisme, la solidarité internationale sera décisive. Voilà, donc avec ces mots, peut-être que je vais inviter maintenant Célia, si vous êtes d'accord, de dire un dernier mot. C'est un livre très fort qui reste en nous. Moi, j'ai appris beaucoup au contact d'Al-Pacha et de tout cet univers. Je trouve très important parce qu'il raconte une réalité qui est rendue complètement invisible par les indicateurs économiques et les mots qu'on a l'habitude d'employer, comme le développement, par exemple. La société des Adivasis, les multiples sociétés de ces groupes qui sont décrits, ce sont des mondes à part entière. Ce sont des endroits dans lesquels on a des rites, on fabrique des objets, on a des idées très très précises sur ce que c'est que la dignité et la liberté. La vision occidentale, la vision des pays riches, des métropoles, c'est une vision selon laquelle il y aurait tous ces pauvres qui ne demanderaient qu'à se voir confier un travail dans une entreprise minière, tellement affamés et désespérés. Mais en réalité, ce qu'on voit dans ce livre, c'est des mondes qui tentent de ne pas disparaître et qui sont, comme le disait Naike
au tout début, tout ce qui doit nous inspirer aujourd'hui pour comprendre comment sortir de l'impasse totale dans laquelle on est plongé, que ce soit économiquement ou écologiquement. Donc, une très grande source d'inspiration. Merci. Et peut-être Laurent, tu pourras parler. Juste un mot hein, pour surenchérir par rapport à ça. Je pense que c'est un livre à part d'un genre de ce qu'on peut appeler la non-fiction, hein, la non-fiction, qui garde le meilleur du travail universitaire ethnographique, hein, c'est-à-dire le fait de travailler dans la longue durée, dans l'intimité des populations, et qui en même temps grève cette connaissance intime sur un récit, sur des personnages, hein, on y est revenu à plusieurs reprises, qui a un récit poignant et des personnages qui sont particulièrement attachants. Donc je converge avec Célia, c'est vraiment un livre qui nous a tous extrêmement marqués et qui, des semaines après, continue de nous habiter encore. Très bien, merci. Nike. Alors moi, qu'est-ce que je vais dire en plus? Moi, c'est un sujet que je connais depuis très très longtemps. J'avais envie d'écrire un livre dessus pendant plusieurs années et finalement j'ai découvert le livre d'Al-Pacha et je me suis dit que c'était voilà, le récit le plus juste qu'on puisse lire pour comprendre cette lutte, juste parce qu'il est, comme l'a dit Christophe, sans concession mais à la fois plein de générosité et d'empathie. Et elle arrive très bien à faire à établir cet équilibre dans son récit. Et donc, voilà, elle arrive à avoir une écriture très juste et aussi, je dirais, aussi très romanesque avec voilà, du suspense, une intrigue. Elle nous en a parlé. En fait, elle l'a construit comme une intrigue. Donc, on n'a pas eu le temps de vous lire des extraits de ce livre. J'aurais aimé vous lire le début du chapitre. J'ai l'impression que ce ne sera pas possible. Mais voilà, il est important de souligner qu'il ne s'agit pas de n'importe quel essai, c'est vraiment un récit dans lequel on plonge et dont on a du mal à ressortir vite. Oui, moi, un seul mot pour remercier la traductrice, alors l'éditrice bien sûr, Nike, qui a été la cheville ouvrière de cette entreprise, mais aussi Célia, qui a rendu ce texte véritablement parfaitement parlant à un public français, avec l'élégance, le style aussi d'Alpa que l'on retrouve quand même. Bravo pour avoir réussi cela et lisez-le le soir avant de vous coucher, vous marcherez la nuit avec eux et ce seront des rêves inoubliables. Un par jour, il y en a 6. Merci Christophe, je suis convaincu que le public aussi et que ça nous a donné envie d'acheter ce livre. Un grand merci à tous les intervenants pour ce riche débat, pour cet échange. Je remercie également notre audience et notre équipe, surtout Jean-Louis. Nous allons reprendre les webinaires en mois de septembre et entre-temps, je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances. À bientôt. Au revoir.